Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Et nous allons parler des céphalées en compagnie de mon invité, le professeur Frédéric Larançon. Bonjour professeur. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Donc, vous êtes chef du service de neuroradiologie interventionnelle à la Pitié-Salpêtrière. Et je me disais, nous allons parler des céphalées. Peut-être qu'en préambule, professeur, on peut rappeler quels sont les différents types de céphalées. Oui, alors il y a deux grandes catégories de céphalées à distinguer. Les céphalées aiguës, les céphalées brutales et les céphalées chroniques. Pour les céphalées aiguës, on recherchera principalement une hémorragie méningée sur le scanner ou sur l'IRM. Les céphalées chroniques, parfois il peut y avoir des pathologies qui peuvent être assez méconnues des neurologues et ou des radiologues, comme notamment l'hypertension intracrânienne ou l'hypotension. Alors c'est ce que vous appelez l'HTIC idiopathique, c'est ça? Tout à fait, donc l'hypertension intracrânienne idiopathique qui va plutôt toucher des femmes jeunes avec des céphalées chroniques et qui peuvent parfois être associées à des troubles visuels, un flou visuel, voire même une amputation du champ visuel. Et ça reste assez méconnu? Voilà, c'est assez méconnu des neurologues qui peuvent prendre en charge ces patients avec des céphalées chroniques, mais également des radiologues. Et sur l'imagerie, et notamment l'IRM, il y a des signes tout à fait caractéristiques de cette pathologie qui permettent d'orienter vers ce diagnostic et d'adapter la prise en charge de ces hypertensions intracrâniennes idiopathiques. Alors justement, quels sont ces signes qui vous aident finalement à orienter le diagnostic? Donc les signes sont relativement nombreux et certains sont assez spécifiques. Notamment le signe de la selle turcique vide, donc l'hypophyse qui est collabée dans la selle turcique, et également un signe qui est très spécifique et très sensible, qui est la sténose des sinus veineux, qui va être une des cibles thérapeutiques, donc qu'on visualise très bien sur l'IRM cérébral avec injection de produits de contraste. Dites-moi, professeur, quel est le rôle de l'imagerie justement dans ce diagnostic ? Il y a justement de confirmer le diagnostic qui va être, en tout cas d'apporter des arguments supplémentaires pour ce diagnostic qui sera confirmé par la ponction lombaire avec une pression du LCR d'ouverture qui est anormalement élevée et puis d'en évaluer la gravité. Et c'est avec une IRM que vous allez reconnaître ces signes ? Voilà, les signes sont surtout visibles en IRM, donc c'est les signes que j'ai évoqués, puis d'autres petits signes, la dilatation de la gaine des nerfs optiques, l'aplatissement de la partie postérieure des globes oculaires, donc tous ces petits signes qui, mis bout à bout, doivent faire évoquer ce diagnostic sur des céphalées chroniques, a fortiori chez des patientes jeunes et souvent en surpoids. Alors, j'en viens au traitement et au suivi de la pathologie. Déjà, première question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les traitements ? Alors, le traitement en première intention est médical, mais les radiologues peuvent avoir un rôle dans la prise en charge thérapeutique de ces patients, qui sont souvent des patientes. Quand ces patientes ont un échappement thérapeutique ou qu'elles tolèrent mal ce traitement médicamenteux, il y a des effets secondaires, eh bien, une des cibles thérapeutiques peut être le traitement de ces sténoses des sinus veineux intracrâniens par stenting. Et là, c'est des neuroradiologues interventionnels qui réalisent ce geste, qui est très efficace et qui est très, très sûr, qui est réalisé sous contrôle radiologique. Et puis le dernier traitement dans l'escalade thérapeutique est le traitement chirurgical qui consiste à mettre une dérivation ventriculaire, qui est un traitement un peu plus lourd, donc qu'on réserve en dernière intention. Et concernant le suivi, il se fait toujours grâce aux IRM ? Alors le suivi peut se faire en IRM ou en scanner injecté quand on a positionné un stent pour s'assurer de la perméabilité du stent et de l'absence de resténose du sinus veineux qui a été stenté. Bon, merci professeur. En conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce que nous nous sommes dit ? Non, l'idée c'était vraiment d'attirer l'attention des radiologues généraux sur cette pathologie qui est relativement rare mais pour laquelle on a des prises en charge qui sont efficaces maintenant, notamment en neuroradiologie interventionnelle, donc de bien attirer l'attention sur ces signes radiologiques qui peuvent permettre de déceler cette pathologie. Dernière question, et j'aurais dû peut-être vous la poser au début de cette interview, beaucoup de personnes sont concernées par ces céphalées ? Alors c'est une maladie relativement rare. C'est une pathologie assez peu fréquente, c'est à peu près entre 5 à 10 pour 10 000 habitants. Oui, mais bon, c'est bien d'en parler, oui. Surtout pour les personnes qui sont concernées. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous suivre sur ce congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.